Bonjour, bienvenue à cette 5e vidéo de la série C'est mon histoire, où je partage avec vous mon parcours de vie, les difficultés, les souffrances à laquelle je suis passé, notamment le rejet, l'abandon, le deuil, les différents types d'addictions, tabac, drogue, sexe, drogue, jeu, dépression, tentative de suicide. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de visionner les vidéos précédentes, je vous invite à cliquer sur le lien en bas de cette vidéo afin de pouvoir reprendre cette série C'est mon histoire dès le début, qui vous permettra donc de comprendre mon cheminement et également de comprendre lorsque je vais faire des retours en arrière par rapport à ce que j'ai vécu dans le passé. Vous pourrez mieux comprendre de quoi je parle, de quoi il en retourne. Donc nous en étions arrêtés à la fin de la 4e vidéo, lorsque je me retrouvais devant la ligne de chemin de fer, sur un pont, et au moment où un TGV passait, et où là j'avais donc programmé mon suicide pour le samedi matin. Nous étions donc le mercredi en début d'après-midi, et j'avais vraiment fait une sorte de vœu, que si rien ne se passait, s'il n'y avait rien qui changeait d'ici samedi matin, mon histoire s'arrêterait là. Et comme je l'ai partagé précédemment, j'étais totalement dans la mentalité du joueur, c'est-à-dire ça passe ou ça casse. Et donc si ça n'avait pas passé dans le sens de trouver en 2 jours un travail et un logement, ça aurait cassé. Ma vie, ça serait arrêtée là, écrasée par un train. Et donc si je suis là aujourd'hui, 30 ans plus tard, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose. Quelque chose qui a changé cette programmation, qui a changé cette fin de vie préparée. Et quelque chose qui m'a complètement percuté, complètement déstabilisé, auquel je ne m'attendais pas du tout. Et donc ce mercredi après-midi, j'ai continué à chercher du travail. Donc comme je l'avais dit précédemment, j'avais baissé mes prétentions et je cherchais simplement à trouver un travail très simple, faire la plonge dans un restaurant ou le nettoyage ou quoi que ce soit, juste pour avoir de quoi manger, de quoi me payer une chambre d'hôtel, de quoi survivre. Et donc j'ai continué toute cet après-midi à frapper aux portes. Mais évidemment, les réponses ont continué à être les mêmes. Non, nous n'avons besoin de rien, nous avons tout ce qu'il faut. En plus, on était au mois de janvier, c'était pas du tout la saison. C'était vraiment la saison creuse, donc il n'y avait vraiment aucun besoin d'extra dans la restauration, quoi que ce soit. Et au fur et à mesure que l'après-midi passe, il y a une résignation qui vient en moi. Parce qu'à force de voir toutes les portes fermées, même pas un espoir, même pas de quelqu'un qui m'aurait dit écoutez, repassez demain ou repassez la semaine prochaine. Non, aucun espoir, aucune perche, pas la moindre lumière qui pouvait s'allumer dans mon tunnel. Et donc, j'ai fini cette fin d'après-midi un peu comme un zombie. Même à un moment donné, quand la nuit commençait à tomber, je m'arrêtais de temps en temps, des fois je m'arrêtais même plus. Je jetais un coup d'œil et comme si je me disais c'est même pas la peine d'essayer. Et donc ce mois de janvier, ce mercredi soir, la nuit bien sûr tombait très tôt, il devait être à peu près 7h du soir, il faisait déjà très nuit. Et pour ceux qui connaissent Nice, j'étais donc boulevard Gambetta, et je remontais le boulevard Gambetta. Et je passe un quartier qui s'appelle le quartier de l'Horloge. Et je continue en montant, donc je continue le boulevard de Sessols. Or, à partir de là, le boulevard de Sessols, c'est un quartier résidentiel. Voilà. Il y a très peu de boutiques, c'est surtout des immeubles. Et donc je monte ce boulevard de Sessols. Et arrivé à
à un endroit, j'étais sur le trottoir de droite, arrivé à un endroit, exactement en face du numéro 26, j'entends une voix. Mais cette fois-ci, une voix différente de celle que j'avais entendue dans le RER. Rappelez-vous, j'avais entendu une voix intérieure qui m'avait dit « Si tu ne fais rien, dans 6 mois tu es mort ». Mais là, cette voix, je l'ai vraiment ressentie comme une voix extérieure, comme quelqu'un qui me parlait. Je l'ai entendu audiblement de mes oreilles. Et donc je me suis arrêté, et j'ai regardé devant, j'ai regardé derrière, sur les côtés, à droite, à gauche. Il n'y avait personne. Et donc j'ai regardé en haut, j'ai dit c'est quelqu'un qui est à la fenêtre de l'immeuble, certainement, qui doit me parler. Mais tous les volets étaient fermés. On était en plein mois d'hiver, hein, vous vous rappelez, donc il neigeait à Nice. Donc voilà, pour les Niçois, c'est pas quelque chose de très habituel. Donc tous les volets étaient fermés, toute la lumière était éteinte, il n'y avait absolument personne. Je reprends ma marche, je redémarre, et peut-être sitôt que j'ai recommencé à redémarrer, j'entends de nouveau cette voix, plus calme, mais quelque part plus forte, qui me dit pour la seconde fois, traverse la rue et rentre dans la boutique. Et là, je regarde de nouveau qui me parle. Et de nouveau, je regarde en l'air. Toutes les fenêtres sont fermées, tous les volets sont fermés. Il n'y a personne dans la rue. Et je regarde sur ma gauche et j'aperçois à ce moment-là, puisque je n'avais même pas vu, que dans toute cette rue où tout était fermé, il y avait une boutique d'ouverte. Donc, j'ai même pas eu quelque part le temps de réfléchir, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, c'était j'y vais. Voilà. Et donc je traverse la rue, je rentre dans cette boutique. C'était une boutique de réparation de télévision, de magnétoscope, etc. etc. Et je rentre, voilà. Et le monsieur me dit « Ah, bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous je dépanne les télévisions, les magnétoscopes, les tourne-disques, etc. etc., etc. » Et il me regarde, et moi bien sûr je venais de Paris, donc j'étais, comme on dit, j'étais blanc comme un cachet d'aspirine. Il me regarde, il me dit « Oh, mais vous êtes pas d'ici ?» Je lui dis « Non, moi je suis de Paris. »« Ah oui, Paris, moi, en 1954, j'étais à Paris, etc. » Il commence à me raconter sa vie. Bon, entre nous, on n'avait rien à faire de sa vie. Et à un moment donné, il s'arrête. Il me regarde, il me pointe du doigt comme ça, comme je le fais actuellement. Il me dit, vous avez besoin d'un travail et d'un logement rapidement. Et là, je suis complètement estomaqué. Et je n'ai même pas parlé, j'ai fait un signe de la tête, comme ça. Il me dit, bon, ne bougez pas. Voilà. Et puis il prend son carnet d'adresse, voilà. Et puis il me note une adresse sur un post-it jaune. Et il me dit, allez demain de ma part, là. Alors, je dis merci monsieur, voilà. Et je repars avec un post-it, voilà. Et ceux qui connaissent Nice, eh bien c'était, il fallait que j'aille 240 ou 250 boulevard de la Madeleine, donc le lendemain, je me renseigne où c'était, voilà, donc j'y suis allé à pied, hein, puisqu'il n'y a pas, bon. Donc j'ai vu que c'était assez haut. Et j'arrive, et en fait donc c'était une entreprise qui faisait de la sous-traitance électrotechnique. Et j'arrive, voilà, il dit, bonjour monsieur, voilà, je viens de la part de monsieur Intel, et il dit, ah oui, comment va-t-il, etc. Donc, il se connaissait. Je dis, il va bien, voilà. Et il m'a envoyé pour vous demander si vous aviez du travail pour moi. Il me dit, mais qu'est-ce que vous savez faire? Je dis, j'ai un BTS électrotechnique, j'ai fait du câblage à Thomson, à Cachan, enfin voilà, donc je donne un petit peu mes capacités. Il me dit, bon, donnez-moi votre CV, voilà, donc il prend mon CV, il regarde comme ça, il dit, bon, écoutez, oui, c'est intéressant. Alors évidemment, je suis oui. Il me dit, bon, écoutez, nous étions au mois de janvier. Hein. Il me dit, écoutez, revenez début septembre et j'aurai peut-être quelque chose pour vous. Moi, j'étais à J-2. Et ce monsieur me dit de revenir au mois de septembre.
Bon, c'était très gentil de sa part. Et donc je dis, merci monsieur, au revoir. Et je repars, et j'ouvre la porte, et je suis en train de ressortir. Et à ce moment-là, ce chef d'entreprise me dit, attends, j'ai peut-être quelque chose pour vous, mais bon, c'est quoi? C'est une demi-journée de travail, une journée maximum. Je dis, je prends. Voilà. Et donc il m'installe, voilà. Et je devais donc câbler ce qu'on appelait des platines, voilà, des platines pour recevoir des relais, hein, en 1985. Hein. Et c'était donc pour équiper des machines à café pour les bars. Voilà, hein. C'était un fabricant niçois, voilà, qui fabriquait des machines à café, hein, comme vous avez quand vous allez dans le café, voilà. Mais bon, en plus de fabriquer, bien sûr, derrière, il y avait le contrat de l'approvisionnement du café. En fait, c'était surtout avec ce contrat-là que l'entreprise gagnait de l'argent. Mais elle fabriquait quand même ses machines à café. Et donc, j'avais 50 platines, hein, 50 supports. Hein, donc, c'était des supports de relais qu'il fallait câbler, etc. Voilà, puis après, il fallait les tester pour que ça fonctionne, hein, pour faire le café, l'expresso, etc. Enfin, voilà, bon, bref. Et donc, je câble ces 50 platines. Et ensuite, bien sûr, je les teste. Et là, je m'aperçois que 25 fonctionnent et 25 ne fonctionnent pas. Donc, je vérifie mon câblage. Et bon, sans vouloir me lancer trop de laurier, j'étais pas mauvais en câblage. Voilà. En technologie, je n'étais pas mauvais. Donc, je revérifie mes platines et mes platines sont exactement identiques. Il n'y a aucune erreur. Et donc je cherche, le patron vient voir si c'était fini, il me dit, c'est fini, je fais, pas encore. Et en fait, je découvre, moi, simple BTS, Bac plus 2, je découvre en fait qu'il y avait une erreur de conception, un défaut de conception, voilà. Et qu'il fallait mettre une petite temporisation avec un condensateur, enfin je ne vais pas rentrer dans le détail. Voilà. Et j'appelle le patron et je lui montre donc la panne, et je lui montre en fait la résolution de la panne. Et là, le patron, surpris, me dit, ne bougez pas. Je dis, non, moi je ne bouge pas, je reste là. Et il part dans son bureau, une bonne demi-heure. Il revient, il me dit, écoutez, je ne sais pas ce que je vais vous donner à faire, mais je vous garde. Ah je dis, moi ça me va. Je veux dire, même s'il faut rester à 6-8 heures sur une chaise à rien faire et que vous me payez, moi ça me va très bien. Bon. En fait, j'ai appris donc par la suite qu'est-ce qui s'est passé. Donc après, on a vu beaucoup de platines pour cette entreprise qui faisait les machines à café arriver, parce qu'en fait, il y avait vraiment une erreur de conception. Et une machine sur deux, donc ça correspondait au défaut que j'avais vu, une machine sur deux ne fonctionnait pas. Et donc, un café sur deux, disait, votre machine ne fonctionne pas, et j'annule le contrat, puisque ça se passait dans la journée ou dans les 48 heures, les gens s'apercevaient que la machine ne fonctionnait pas, donc comme ils avaient les fameux 7 jours de résiliation, ils annulaient tout, quoi. La machine et le contrat. Et donc la boîte était en train de couler, parce qu'elle ne fabriquait que ça. Bon, entre guillemets, c'est une grosse erreur de n'avoir qu'un seul produit. Et donc, 50% de ces machines revenaient, et apparemment, ceux qui avaient conçu ces platines ne trouvaient pas la panne, soit ne trouvaient pas la résolution de la panne. Bref. Et donc, en trouvant cette panne, et maintenant, cette entreprise, elle existe toujours. Et bon, bref. Et donc, je suis embauché. Alors, je vais écourter parce que j'ai plein de choses à vous témoigner, mais ça, je le ferai probablement dans une autre série de vidéos. Je raconterai mon témoignage vraiment en détail, mais dans le cadre de cette série, c'est mon histoire, je vais vraiment rester concentré sur l'objectif. Et donc, je suis embauché dans cette entreprise. Je reste pendant 2 ans. Après, il y a un problème un petit peu de marché, donc il y a un licenciement économique, et comme j'étais le premier à arriver, je suis le premier licencié. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que donc, ce jeudi matin, j'ai du travail. Et moi, le vendredi matin, je vais voir le responsable. Je lui dis, mais écoutez, monsieur, voilà, est-ce que ça serait possible de dormir dans l'atelier? Je me mets un petit matelas, etc., parce que moi, samedi, je suis à la rue.
Ah, il dit non, c'est pas possible, parce il y avait une machine à soudure à la vague, puisqu'il faisait aussi des circuits imprimés, donc il y avait une machine de soudure à la vague, et si jamais la vague débordait, ben non, j'aurais pu être brûlé, etc. Il dit non, c'est absolument impossible, je ne suis pas assuré pour ça, c'est pas... Voilà. Et il me regarde, et il me dit, écoutez, je ne sais pas pourquoi, mais vous m'êtes sympathique, je me porte garant pour vous pour 15 jours dans le meublé à côté. Et donc le vendredi fin de matinée, j'avais un boulot en CDI et j'avais un logement pour 15 jours. Et par la suite, j'ai pu prendre un studio, etc., etc. Et donc je suis resté dans cette entreprise pendant 2 ans, même 2 ans et demi. Et ensuite, il y a donc un licenciement économique. Et voilà, donc je me retrouve demandeur d'emploi. Et je me présente à Pôle emploi. Et j'étais avec mon carton marron en train de remplir. Et le responsable de Pôle emploi sort d'un bureau. Il y avait 15 personnes qui attendaient leur tour. Et donc, quand il revient, tout le monde se lève. Ah, j'étais avant. Et cet homme de Pôle emploi, ce conseiller, il me pointe du doigt, il dit, oui, je sais que vous étiez avant, mais c'est ce monsieur d'abord. Alors tout le monde hurle, bien entendu. Moi j'ai dit, non, mais il y a 15 personnes. Il dit, non, oui, je sais, je suis au courant, mais c'est vous d'abord. Je me présente, ok, il prend mon carton, etc. Et le lendemain, il m'envoie à Sophia Antipolis, donc c'est un petit peu du côté d'Antibes, pour ceux qui connaissent la région. Et je suis embauché. Je suis licencié économique en tant que câbleur à 3000, je dois être dans les 3400 francs par mois. Et je suis embauché dans la semaine en tant que commercial avec un fixe de 11 000 francs par mois. Donc là, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Voilà. Et je ne vous raconte pas toutes les choses qui sont arrivées. Mais, donc pour moi, en tant qu'ancien joueur, hein, c'est la chance. La chance de trouver du boulot. La chance qu'on m'offre 15 jours de meublé. La chance de trouver un studio. La chance d'ouvrir un compte en banque avec 0 francs pendant 3 mois. Enfin, etc. Et puis la chance de trouver d'être licencié et d'une semaine après d'être embauché à 11 000 francs par mois sans les primes. Donc pour moi, waouh, ça y est, là, la roue a enfin tourné d'un cran, voilà, et là c'est bon, là maintenant c'est la baraka, maintenant maintenant c'est le jackpot, quoi, c'est le jackpot. Et je me retrouve donc embauché à Antibes, donc par un fabricant de centrales d'alarme, de systèmes d'alarme. Et je fais donc équipe avec un homme, voilà, à peu près de mon âge, voilà, bon, super sympa, etc. Et je voyais bien que ce garçon, je voyais quelque chose de bizarre dans ce garçon. Je ne savais pas trop ce que c'était, mais je voyais quelque chose de bizarre. Je voyais comme une lumière dans ses yeux. Bon. Le midi, donc nous mangions au-dessus, on faisait des barquettes surgelées, etc. Et après repas, eh bien, moi je regardais toujours mes fiches clients, il faut que je recontacte tel client, etc. Et lui, il avait un bouquin, un gros bouquin, voilà, avec des petites fleurs. Et il lisait son bouquin, voilà, pendant sa pause de midi. Et au bout de quelques jours, quelques semaines, je lui dis, mais il s'appelle Jean-Louis, hein, il se reconnaîtra peut-être s'il voit la vidéo. Je lui dis, mais Jean-Louis, mais c'est quoi que tu lis là? C'est quoi? C'est San Antonio, voilà, moi c'était un peu mes références. Hein. Il me dit, non, pas du tout, non, c'est pas ça. Et puis chaque jour, il reprenait toujours son bouquin. Je lui dis, mais dis donc ton bouquin, là, tu vas le connaître par cœur à la fin. C'est toujours en train de lire le même bouquin. Et il reprenait pas trop. Mais moi, je voulais savoir, quoi. Bon, c'était mon collègue de travail, il est sympa, ça passait bien entre nous. Bon, je voulais un petit peu, voilà, connaître un petit peu ses goûts, etc. Et il me dit, non, mais c'est pas pour toi.
Ah bon? Pourquoi Ah bon, c'est pas pour moi, pourquoi je comprends pas là. Il dit non mais c'est pas. Ça peut pas t'intéresser. D'accord. Mais je lui dis mais Jean-Louis, dis-moi, il y a un truc dans tes yeux là. Je vois bien que tu as les yeux qui sont. Bon moi, on pourrait lire un petit peu mes termes de l'époque, hein, j'ai des yeux éclatés quoi. Alors, je dis mais tu as les yeux. Je voyais une lumière dans ses yeux, une lumière qui brille, hein, un petit peu comme quand on est amoureux. Hein, quand on est amoureux, on a les yeux qui étincellent. Hein. J'ai dit, mais Jean-Louis, t'es amoureux. Je savais qu'il était marié, donc je dis, bah, c'est normal, bah, c'est bien, c'est super, c'est bien, t'es amoureux avec ta femme et tout ça. Il me dit, non, c'est pas. Oui, je suis amoureux, mais c'est pas par rapport à ma femme. Ah. Bon, je dis, écoute, c'est la vie, hein. Bon, dire, voilà, c'est un peu la vie de tout le monde, hein. On prend l'apéritif dehors et pas la résistance à la maison, quoi, je veux dire. Il me dit, non, mais tu comprends rien. Non, je comprends rien. Il me dit, mais c'est pas une femme. Il connaissait pas ma vie, mais enfin bon. Je lui dis comme ça, je lui dis, bah tu sais, bon, avec un homme c'est pas mal non plus, hein. Il me regarde, il me dit, non mais tu comprends vraiment rien. C'est pas ce que tu crois. Je dis, comment ça, c'est pas ce que je crois? C'est pas un homme, c'est pas une femme, c'est pas un homme. Tu fais ça avec les animaux? Mais il me dit, mais tu comprends vraiment rien. Ah, je lui dis, écoute, là, soit t'en as pas assez dit, soit t'en as trop dit, quoi. Là, soit tu me prends pour un imbécile, ou alors, bon. Et j'ai dit, non, là, ok, je lui dis, attends, ça fait 6 mois qu'on bosse ensemble, je veux dire, bon, quand même, bon, tu peux me dire, quoi. Et il ne voulait pas parler. Il ne voulait pas parler. Et un jour, ben, j'en pouvais plus, j'ai dit, maintenant Jean-Louis, il faut que tu me le dises. Dis-moi ton truc. Je lui dis, à quoi tu te tournes? Parce que pour moi, il se droguait. Je voyais tellement de lumière, je le voyais tellement éclaté. Enfin, pour moi, il se droguait, mais il se droguait à quoi? Je dis, moi, ça, j'avais jamais vu ça. Des yeux de camé. Je sais ce que c'était, hein, quand on a les pupilles complètement éclatées. Mais là, c'était pas ça. C'était pas les pupilles éclatées d'un junkie. Je voyais comme une lumière, comme s'il y avait eu des LED dans ses yeux. Je dis, mais tu tournes à quoi? C'est quoi? Parce que moi, bon, j'allais pas trop bien non plus. Hein. J'étais parti de Paris, je pensais avoir laissé tout mon paquet à Paris, mais enfin, mon paquet, j'avais gardé là. Hein. J'avais tout emmené avec moi, en fait. Et donc, tout commençait à ressortir. Hein. Le décès de ma mère, machin, etc., etc. Donc, je me sentais pas, ça allait pas très bien non plus. Ça commençait à mal aller. Je commençais à aller revoir les prostituées, à retourner en boîte, à me remettre à boire, à me remettre à fumer. Bon, voilà, j'étais pas sur la bonne pente. Donc, ben voilà, je cherchais encore une béquille. Hein, je cherchais une béquille, voilà. Et je dis, ben c'est quoi, à quoi tu tournes? Et à un moment donné, il me dit, bon, bah maintenant, écoute, bah, je vais te le dire. Bah, je lui dis, bah, j'espère bien qu'il va me le dire quand même. Il me dit, je suis amoureux. Ah bah, je dis, bah oui, tu me l'as déjà dit il y a une semaine que tu étais amoureux. Et là, il me regarde, et il me dit, je suis amoureux de Jésus. Pardon? De Jésus. Et oui, de Jésus. Jésus qui est mort sur la croix. Alors, pour faire une petite parenthèse, moi j'ai été élevé dans une famille athée+. Communiste à fond. Hein. Mon idole c'était Léo Ferré, mon tube c'était Et basta, ni Dieu ni maître. Hein. Je tournais ça en boucle tous les week-ends. Donc moi j'étais le communiste, je voyais rouge. Et ce qu'il faut que je vous dise, j'en ai pas parlé lors de la deuxième vidéo parce que c'était pas le moment, mais lorsque ma mère est décédée, et elle quasiment
Hein, comme je l'ai raconté, quand je suis allé dans cette chambre d'hôpital, eh bien, ma mère s'est réveillée, elle a ouvert les yeux, elle a dit mon fils, et là elle est retombée, et en fait elle est tombée dans le coma à ce moment-là. Il est décédé 2 jours après. Mais là, au cimetière, quand j'ai lancé la rose sur le cercueil, là il y a une colère qui est montée en moi, mais bon, étant complètement introverti, j'ai pas poussé un cri, j'ai pas poussé un hurlement, j'ai tout gardé à l'intérieur. Mais je me suis dit, c'est pas juste. C'est pas juste de perdre ma mère à 19 ans, c'est pas juste. Et pour moi, là, il fallait que je trouve un coupable. Il fallait que je trouve un coupable. Alors, le lendemain, j'ouvre la télévision, donc on est en 80, donc François Mitterrand était fraîchement élu. J'ouvre la télévision, je vois François Mitterrand à la télé, je le regarde comme ça, je dis, bon, non, je ne crois pas que c'est lui. Et là, ça y est, je sais qui c'est. C'est lui là-haut. C'est ce Dieu-là. Ce Dieu-là. Bon, j'étais athée, donc, athée, normalement, bien sûr, on ne croit pas en Dieu. Mais bon, là, dans la circonstance, il fallait que je trouve un bouc émissaire, et j'en avais trouvé un de choix. Lui, là, ce Dieu-là. Et là, je m'étais fait une promesse. Je m'étais dit, je m'en fous de crever. Mais avant de crever, j'ai une chose à faire. Il faut que je rencontre ce Dieu-là et que je le tue. Et cette promesse que je me suis faite à ce moment-là, eh bien en fait, c'est ce qui m'a tenu, en, je ne vais pas dire en vie, c'est ce qui m'a tenu en survie pendant les 7 années qui ont suivi. Parce que j'aurais pu me foutre en l'air. J'aurais pu sauter d'un pont, j'aurais pu me foutre en l'air. Je me foutais en l'air progressivement avec toutes ces drogues, ces médicaments et tout ça. Bon, bien sûr que je partais vers le bas, c'était évident. Mais je m'étais fait une promesse. Avant de crever, je dois me venger. Je dois trouver ce Dieu-là et le tuer. Et donc c'est ça qui m'a tenu en survie pendant 7 ans. Et là, mon collègue de travail me dit qu'il est amoureux de Jésus. Le Jésus qui est mort sur la croix, paraît-il, d'après ce que certains disent. Je lui dis, mais attends, le Jésus, là, il est mort il y a 2000 ans. Et il me dit, oui, mais il est ressuscité. Je lui dis, c'est pas possible. Il y a un fou furieux à Antibes, il faut que je tombe dessus. Il faut que je bosse avec. Je dis, c'est pas possible. Non, pas à moi. Et là, le soir même, nous avions un bureau à Antibes, mais la maison mère était à Sophie-Antipolis, donc c'est quoi? C'est 10 km. Ce soir-là, je monte dans ma voiture après le boulot, et je savais que le directeur commercial était toujours à la maison mère. Et là, je mets la clé dans le contact et je partais directement pour dire au directeur commercial que mon collègue Jean-Louis, c'était un fou furieux qu'il fallait l'enfermer tout de suite. Je partais dans cette perspective-là. Et là, à un moment donné, j'ai dit, humainement, le gars, il est super, professionnellement, il est au top. J'ai rien humainement contre lui, j'ai rien professionnellement contre lui. Au contraire. Mais c'est quand même un fou furieux. Il est amoureux d'un type qui est... apparemment, tout le monde est d'accord pour dire qu'il a existé et qu'il est mort, mais alors lui, maintenant, il dit qu'il est même plus mort, maintenant qu'il est ressuscité. Je dis, c'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi. Et donc, je me retiens, je ne vais pas le dénoncer au directeur commercial. Et le lendemain midi, donc,
de nouveau, on se fait nos petits surgelés là. Et bah, j'essaye un peu de rentrer dans son délire, dans sa folie. Et j'ai fait ah bon alors ton Jésus là, bon donc il est mort, il est plus mort. Il dit oui, il est ressuscité. Ah d'accord, c'est bien. Bah j'ai dit bah j'aimerais bien le rencontrer parce que c'est pas tous les jours qu'on rencontre un mort qui est plus mort quoi. Et il me regarde, il me dit ah bah quand tu veux. Pardon. J'ai dit pourquoi t'as son email, t'as son numéro de téléphone. Il me dit il m'a pas besoin. Comment ça pas besoin? Mais tu peux le rencontrer ce soir si tu veux. Pardon. Le mort qui est plus mort, je peux le rencontrer ce soir, mais où? Même d'ici, à Antibes. Antibes. Le mort qui est plus mort, il est ce soir à Antibes. Ben, il me dit oui. Et je peux le rencontrer? Ben, il dit oui. Mais c'est comme ça, je sais pas, moi, je dis, bon, un gars comme ça, si un gars comme ça existe, il doit y avoir des millions de gens qui veulent le rencontrer, quoi. Moi, je pensais à Gandhi ou je sais pas, ou Dalai Lama. Bon, bah, quand on veut voir ces gens-là, il faut s'y prendre, je sais pas, peut-être 10 ans à l'avance. Bon. Mais là, c'est un mort qui est plus mort. Donc, je veux dire, il y a des millions de gens qui veulent le voir, quoi. Et je peux le rencontrer ce soir sans rendez-vous? Il me dit oui, il n'y a pas de problème. Mais je dis, mais où? Il me dit, bah, ce soir, là, à l'église Sainte-Jeanne d'Arc, là, Jean Lépin, là, à côté, là, à 5 km. Là, je dis, ce soir, le mort qui est plus mort est à Jean Lépin? Il me dit, oui. Et là, il rajoute une phrase. Et là, cette phrase a tout fait basculer. Et il me dit, et puis il y aura Dieu. Pardon? Il me dit oui, parce que quand Jésus est là, Dieu est toujours présent. Je dis, il y aura Dieu? Il y aura Dieu ce soir à Jean Lépin? Il me dit oui, pourquoi ça t'intéresse? Oh oui, ça m'intéresse. Oui, ça faisait tellement longtemps que je voulais rencontrer Monsieur Dieu. Ah oui, je vais rien le rencontrer ce soir. Alors c'est à quelle heure? Il dit, c'est à 20h30. Il dit, tu vas venir? Oh oui, je ne vais pas rater ça, hein. Rencontrer Monsieur Dieu. Ah oui. Et là, je rentre chez moi, à Nice. Bon, je me suis pris un bain, je me suis bien habillé quand même, parce que bon, rencontrer la mort qui est plus mort, bon, c'est pas tous les jours. Et puis rencontrer Dieu en personne, c'est pas tous les jours non plus. Ça faisait 7 ans que j'attendais ça. Mais effectivement, je ne pensais pas que ça se ferait comme ça. Je pensais avoir le temps de me préparer. Mais bon, là, c'était ce soir. Et donc, je vais dans ma cuisine, j'ouvre le tiroir, et je prends un couteau, je prends un opinel, puis j'ouvre l'opinel, et... ouais, c'est quand même Dieu, l'opinel. C'est un peu court. Et là, je regarde et je prends le plus grand couteau que j'avais, c'était mon couteau à pain. Et donc, ni d'une ni deux, je prends mon sac à dos, je mets mon couteau à pain dans le sac à dos et je pars à Jean Lépin, dans une église catholique. Moi, c'était plutôt boîte de nuit, l'église catholique, bon, pour les mariages, les enterrements, mais vraiment, c'était vraiment pas plus, quoi. Et donc, j'arrive un peu en retard, je dois reconnaître. Et je rentre, et il y avait déjà plein de gens dedans, voilà, et tous les gens étaient de dos, ils étaient en train de chanter. Bon, okay. Bon, je me mets au fond, voilà, dans la pénombre, c'était même pas éclairé au fond. Et je dis ok, mais maintenant, il est où Dieu? Donc je regarde un petit peu les gens de dos, et il y avait un banc sur un côté, où il y avait un homme d'un certain âge, hein, avec une barbe blanche, voilà. Et visiblement c'était le plus âgé de la bande.
Et là, je vois cet homme, là, barbe blanche. Je dis, c'est lui. C'est lui. C'est lui. Et donc, j'ouvre mon sac à dos. Je prends mon couteau à pain. Je le cache. Je prends de la main gauche, je le cache sous ma veste. Et là, pour moi, le scénario, c'était clair. À la fin, quand j'allais voir Dieu, puisque la porte de sortie était là, donc tout le monde était obligé de passer par là, quand j'allais voir Dieu arriver, je me levais, je lui serrais la main, parce que c'est pas tous les jours qu'on serre la main de Dieu. Je dis, bonjour monsieur Dieu, ça fait longtemps que je voulais vous voir, et je plantais le couteau à pain. J'étais venu là pour ça. Alors je ne vais pas vous dire ce qui s'est passé par la suite, pour l'instant, mais ce que je voudrais aborder comme thème, vous l'avez bien compris, c'est la vengeance et le meurtre, et l'esprit de meurtre. Vous avez peut-être vécu un drame. Peut-être vous avez perdu un être cher à cause d'une maladie et vous en avez voulu peut-être aussi à Dieu. Parce que vous pensez que c'est lui qui a fait que cet être cher est mort, ou au moins il a permis ça. Peut-être à travers une maladie, peut-être à travers un accident, peut-être à travers un drame. Ou peut-être quelqu'un a tué quelqu'un de proche, que ce soit par accident, que ce soit volontairement, et vous n'avez depuis ce temps-là qu'une pensée, vous venger. Vous venger. Peu importe les conséquences. Et j'étais dans cette situation, j'étais dans cette pensée-là. Je me foutais complètement des conséquences. J'avais un seul but, me venger. Tuer, pour moi à l'époque, tuer celui qui avait tué ma mère. Même pas chercher des explications, me venger. La vengeance pure. Parce que la souffrance est trop forte. Peut-être, dans votre cœur, aujourd'hui, vous avez toujours cette haine, ce désir de vous venger. Ou vous auriez voulu vous venger, peut-être effectivement, ce n'est plus possible. Voilà. Pour différentes raisons. Mais dans votre haine, il y a toujours cet esprit de vengeance, cet sentiment de vouloir tuer, de vouloir faire votre propre justice. Et c'est compréhensible. C'est compréhensible. Quand on vous vole, quand on prend la vie d'un être cher, soit par maladie, un accident ou un homicide, mais c'est complètement humain de vouloir se venger, de vouloir faire justice, faire sa propre justice. C'est tout à fait humain. Mais c'est un cancer. C'est un cancer de l'âme, c'est un cancer du cœur. Qui va vous hanter, peut-être qui vous hante depuis des années, depuis des décennies. Après beaucoup d'années, j'étais complètement délivré, guéri de ce désir de vengeance et de cette volonté de tuer, de faire ma propre justice. Ce que je vais vous proposer, comme dans les vidéos précédentes, c'est ce que j'ai reçu avec beaucoup de peine,
avec beaucoup de difficultés. Mais ce que j'ai pu recevoir maintenant, cette guérison, cette délivrance de ce désir de vengeance, de ce désir de meurtre. C'est un cancer de l'âme, c'est un cancer du cœur qui vous ronge. J'ai été délivré de tout ça. Et je ne vais pas simplement le garder pour moi, je vais vous le faire partager. Je vais vous permettre, vous aussi, de recevoir cette guérison, de recevoir cette délivrance. Alors, comme pour les vidéos précédentes, je vais vous proposer de prendre un temps au calme, d'arrêter votre téléphone, de couper toutes les choses qui peuvent vous distraire, vous sortir de ce moment, voilà, de vous prendre un endroit confortable, un fauteuil, un canapé, un matelas, ou sur votre lit, voilà, et de laisser cette guérison, de laisser cette délivrance, c'est une délivrance, cette libération de la vengeance, de la haine, de l'esprit de meurtre, voilà, de venir en vous. Si simplement ce soir, vous pouvez recevoir cela, eh bien alors je serai le plus heureux des hommes. Parce qu'au moins, eh bien, toutes ces années que j'ai mis à délivrer de ça, eh bien, au moins ça n'aura pas été que pour moi, ça sera aussi pour vous. Alors, je vais vraiment vous inviter à prendre ce temps au calme. Voilà. Il n'y a rien à réciter, il n'y a pas de prière, il n'y a pas d'incantation, il n'y a rien à dire de particulier, il y a simplement d'ouvrir votre cœur. D'ouvrir votre cœur, de recevoir. Juste recevoir. Juste recevoir. Voilà. Je vous souhaite vraiment ce temps précieux, de prendre vraiment ce temps précieux. Peut-être vous aurez besoin de le reprendre plusieurs fois. C'est possible. C'est possible. Mais à chaque fois que vous prendrez ce temps, c'est pareil pour les autres vidéos, hein, peut-être vous pouvez être amené à ressentir le besoin de refaire un temps justement pour une délivrance du rejet, de l'abandon, du deuil, etc. Voilà. Mais vraiment prendre des temps de qualité. Vous préparez ce temps, vous mettre à part, voilà, vous mettre à part vraiment, vous puissiez vraiment vivre cela dans un temps de qualité. Voilà. Bon temps pour recevoir cette délivrance, cette guérison de la vengeance de l'esprit de meurtre. Et si vous le souhaitez, eh bien, nous pourrons nous retrouver pour une prochaine vidéo où je vous partagerai eh bien, qu'est-ce qui s'est passé justement ce soir-là. À bientôt. Au revoir.
Thank you.